Bonjour et bienvenue dans Découvre mon histoire, le podcast du Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère de Liège, le CRIPEL. Dans cette deuxième saison, nous célébrons le 60e anniversaire de l'immigration turque et marocaine en Belgique. Vous découvrirez des récits de vie mettant en avant les expériences des personnes de la première, deuxième et troisième génération. Dans ce deuxième épisode, nous discuterons de l'intégration via l'école avec Neriman et Laoussine, issus de la deuxième génération, et avec notre expert Eric Willems, directeur de l'Institut Saint-Joseph à Trois-Ponts. Je suis Laoussine, né en 1960 à Massa, à Gadir, au Maroc. Je m'appelle Neriman, je suis née le 25 du 9 1959 à Istanbul. Ma vie au Maroc, c'était la vie d'un simple écolier, me partageant entre les tâches à la maison, les tâches dans les champs, me partageant également aussi entre mes grands-parents, chez qui j'étais souvent, et chez moi. Allant chercher l'eau au robinet du village, faisant les courses chez l'épicier. Une vie simple d'écolier, tout simplement. Avant le départ, j'ai été un mois à l'école. J'avais 7 ans, j'avais une vie d'insouciance d'enfant. À ce moment-là, je vivais avec ma mère, mon frère. Mon père était déjà en Belgique. En 1966, mon père est venu en Belgique. Son intention était d'acheter des anciennes voitures américaines. Et à ce moment-là, il y avait la grève des mineurs. Donc, il a trouvé des Turcs et il est devenu ami avec eux. Et l'argent qu'il avait, il les a donnés à eux et lui il s'est retrouvé sans argent. Donc, il s'est retrouvé à Seraing, où j'ai grandi moi-même. Et mon père est entré au garage de cars, c'était les cars Dizier, où il était mécanicien. Et c'est comme ça qu'après 2 ans, en 66, nous, on est venus en Belgique. J'aurais toujours un grand souvenir, c'est que j'ai abandonné ma poupée. Je l'ai donnée à mon cousin avant de venir et j'ai pleuré beaucoup parce qu'on ne pouvait pas le prendre, on avait certaines quantités de bagages. Et ça m'est toujours resté en tête. Je suis venue avec mon frère de 14 ans et ma maman pour revenir rejoindre donc mon père. Ma mère, elle était perdue. On ne connaissait pas la langue française. On était à la gare, on ne savait pas où aller. Il y avait des personnes qui nous ont aidés et nous ont placés dans le beau train parce qu'on ne trouvait pas le train. C'était pas gai du tout, le voyage. Quand on est petit, on se rend pas compte des difficultés. C'est ma mère qui avait toute la responsabilité et mon frère qui me surveillait. Mais pour finir, on est arrivé. Il y a eu de beaux charitaires qui nous ont aidés. On est arrivé à Liège, je crois. Je vois toujours le soleil qui tapait sur la vitre. Et mon père, il était donc sur le quai et il a commencé à crier, frapper sur la vitre en nous voyant. Et il est entré, il nous a pris et on est allé après chez le patron de mon père. En ce qui me concerne, je suis arrivé à presque l'âge de 10 ans avec ma maman. Nous sommes arrivés à Seraing dans le cadre du regroupement familial, rejoindre le papa qui travaille ici dans les mines. C'était la première fois que je prenais l'avion. On se disait ce qu'on va arriver, on voyait ce truc-là voler, très lourd, c'est ça que j'avais cette inquiétude-là. Et l'immensité de l'aéroport, ça m'avait choqué. Et puis je voyais l'autorité, les douaniers avec leur uniforme, je les regardais avec des yeux un peu intimidés. Les premières impressions, c'est l'immensité de l'aéroport et le temps. Parce que j'avais quitté un pays chaud et arrivé ici, la pluie, le froid. Je voyais les maisons l'une à côté des autres, en briques des maisons ouvrières. Il n'y avait pas cette immensité, ces grands espaces comme au Maroc. Les premiers mois, donc, c'était la maison, l'école. Donc voilà, c'est après que je commence à sortir un petit peu. Donc j'avais plus que ma maman et mon papa qui travaillait, qui avait plus les grands-parents qui étaient mes voisins, chez qui j'allais là-bas. Donc ça m'avait manqué. Et petit à petit, avec l'école, les amis, on a commencé à sortir. On avait un terrain de jeu là, près de la maison. Donc, la découverte du quartier, de la plaine Morchamp. Petit à petit, l'intégration a commencé. Aller à l'école tout seul. Moi, je me souviens d'avoir été très très bien encadré lors des premières récréations. Tous les condisciples venaient vers moi. Il n'y a pas eu aucun souci de rejet, ni de racisme, ni quoi que ce soit. J'étais très très bien encadré, aidé, tout le monde voulait jouer avec moi à l'époque. Ça s'est très très bien passé. Je n'ai aucun mauvais souvenir les premiers mois.
Quand je ne comprenais pas, mon copain de banc, il me répétait ou il m'expliquait, mais aussi encadré par l'instituteur que j'ai gardé jusqu'en 4e année à peu près. Je pense que j'étais le seul Marocain dans l'école à ce moment-là. Je ne me souviens pas d'autres Marocains, ils sont arrivés bien après. J'étais très très entouré et fort aidé. La seule difficulté que j'ai eue, c'est pour le français. Quand je suis arrivé en 69, on avait la moitié des cours en arabe et la moitié des cours en français. Et j'avais quelques lacunes en français. Donc on m'a rétrogradé de 4e en 2e primaire. Et là, je suis reparti sur de bonnes bases. Et il y avait une petite bibliothèque chez le directeur qui m'encourageait à lire et j'ai pu m'inscrire et lire des petits livres pour améliorer mon français. Puis ça s'est très bien passé. Mon cursus à l'école primaire, ça a été sans problème. Chez nous, en Turquie, le professeur était vraiment très, très sévère. Quand on devait regarder devant, on ne pouvait rien demander parce que sinon, avec une règle, on vous remettait sur le droit chemin. Oui, je me souviens aussi, c'était ça. Ici, évidemment, on venait habillé normalement, chaussé. Au Maroc, quand on venait pieds nus, quand on n'avait pas les moyens, je me souviens, on finissait dans le coin sur un pied. Certains élèves marchaient demi-heure, 3/4 d'heure pour venir à l'école avec leurs moyens, peu de moyens, et qu'ils étaient réprimandés parce qu'ils n'avaient pas de chaussures. Je parle de ça dans les années 60. Moi, on devait porter un tablier pour rester neutre par rapport à votre niveau social et tout. On avait un tablier noir, col blanc, bien repassé, et alors un ruban blanc dans les cheveux. J'avais de longs cheveux à ce moment-là, donc on faisait chaque fois 2 tresses. Tout le matin, il y avait une responsable de la classe, une élève, qui passait, qui regardait si on avait notre mouchoir bien propre et on devait avoir les mains sur la table, montrer qu'on avait les ongles bien propres et les mains bien propres. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est le système de punition. Donc, au Maroc, moi, je me souviens, on était dans le coin sur un pied. Mais ici, c'était des punitions écrites, des bons enfants, en quelque sorte. La gentillesse des professeurs, des instituteurs aussi, Oui. et leur tolérance. Ils n'étaient pas aussi répressifs que chez nous, au Maroc. Premier jour d'école, j'ai été à l'école Sainte-Marie au-dessus de Seraing au Perret. Et j'étais accompagnée déjà par la fille du patron de mon père. On était dans la même classe. Ils étaient super gentils. Donc, la fille du patron de mon père m'a aidé beaucoup. Je me suis déjà endormie 2-3 fois en classe parce que je ne savais rien. Je ne comprenais rien. Mais sinon, j'étais très, très bien entourée. Quand je suis arrivée, le professeur, elle était très, très gentille. J'ai pas ressenti de rejet. Je suis restée que 3-4 mois à l'école là, jusqu'au niveau où j'ai été hospitalisée pendant 1 an et demi, séparée de mes parents. J'étais à Dolin, à Verviers. Ils ont trouvé que j'avais un petit microbe de tuberculose qui s'est jamais déclaré. Donc, j'ai eu un QT qui était positif. Donc, on m'a remballé à Verviers. Donc, c'était très loin de Seraing. Pendant 1 an et demi, dans cet grand sanatorium où il y avait plein d'enfants. Et on se mettait à la fenêtre et on pleurait en attendant que nos parents viennent nous voir une fois le mois. Normalement, je devais rester 2 ans. Mais quand mes 2 oncles sont venus rendre visite donc, à mon père, ils sont venus me voir à l'hôpital et mon oncle il pleurait énormément. Et mon père m'a fait sortir de là. Après avoir été à l'école Sainte-Marie au Perret, j'ai été à l'école Morchamp et après mon papa m'a mis à l'école Sainte-Marie en bas de Seraing où c'était dirigé par des sœurs et elles étaient très sévères. J'étais la seule turque et il y en avait une qui était très très dure avec moi. Pourtant je m'adaptais, on devait se lever, faire la prière. Moi je connaissais la Bible, les prières presque plus qu'une Belge parce que j'ai fait tous mes études là, donc je connaissais toutes les prières et tous les chants et je devais chanter avec eux. J'étais obligée, je m'adaptais. Papa avait dit, il n'y a pas de problème, c'est aussi avec l'islam, la religion chrétienne, ne t'inquiète pas. Alors il y avait Père Marcel, que lui, il a été ami avec ma famille. Il m'a bien quand même protégé, ce Père Marcel. Il aidait beaucoup de familles étrangères. Mon père, à ce moment-là, il avait ouvert le premier mosquée de Seraing, donc il connaissait
mieux le français et il allait faire les démarches et tout. Et c'est comme ça que mon père donc, est devenu ami avec Père Marcel aussi. Et il venait beaucoup à la maison. Normalement, tous les Turcs de mon temps connaissent Père Marcel parce que c'était un homme formidable, ouvert d'esprit, acceptant l'autre tel qu'il était. En secondaire, ça s'est très bien passé, un peu dans la foulée du primaire, le premier degré au Parc des Marais à Seraing. Et puis je suis passé au grand bâtiment, donc à l'IPES de Seraing, comme on appelait ça. Les premières difficultés sont arrivées en cinquième, difficultés scolaires, où là j'avais redoublé. Mais sinon, le cursus scolaire, pas de racisme, beaucoup de copains. Il y avait là des copains turcs, justement, qui avaient eu quelques soucis de français, un peu comme quand je suis arrivé. Et on formait un petit clan, nous trois. Donc, parce qu'on était proches culturellement, de par la religion aussi. Mais il n'y avait pas de problème de racisme avec les autres condisciples, italiens, espagnols, belges. J'avais déjà quelques années, j'étais bien intégré, j'avais plus ce problème de français. Donc, j'avais quand même 16, 17, 18 ans. Moi, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque les A2, donc les 6 ans. Et puis, j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai fait électricien industriel. Et j'ai eu la chance de tomber à un moment donné où il y avait pas mal d'engagement à Tubemeuse à l'époque, qui était une grosse entreprise à Flémal qui faisait des tubes pour le gaz et le pétrole. Et ils avaient ouvert des nouvelles divisions. J'avais même passé l'entretien d'embauche au mois d'avril. On voulait m'engager de suite, mais j'avais dit j'avais encore les examens à terminer. Et dès que j'ai eu fini, je suis allé à l'usine et on m'a dit prochaine entrée le 11 juillet. Et j'ai eu la chance de sortir en juin et il y a eu la journée d'accueil le 11 juillet. Le 12 juillet, j'ai commencé ma carrière professionnelle. Donc il y a eu 2 semaines entre ma sortie de l'école et mon engagement. C'était un choix de ma part. Puis j'ai continué des études au cours du soir aussi, donc je voulais un peu progresser. Mais en faisant les pauses, c'était pas évident de faire des études du cours du soir. Quand c'était la semaine de 6-2, je me réveillais très tôt. J'étais au cours du soir à 21h30, donc la fatigue était là. Quand c'était la semaine de nuit, je partais plus tôt, j'allais au cours, puis j'allais vite faire la nuit. Donc au bout de la 2e année, j'ai dû me rendre à l'évidence. Les enfants qui sont arrivés, mon épouse qui travaillait aussi à l'époque. Donc c'était compliqué, mais je n'ai eu aucun problème de racisme ni quoi que ce soit. Beaucoup de collègues, beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. C'était beaucoup d'amusement, une belle ambiance, des blagues, des moqueries. C'était une très très belle ambiance. Il y avait un peu de tout dans l'usine, beaucoup d'Européens, quelques Turcs, peu de Marocains, mais on était très très solidaires. Malgré 2 organisations syndicales différentes, on était très 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 solidaires, très unis. Dès qu'il y avait un souci, on était tous derrière le syndicat. Le seul souci que j'ai eu, mais c'est vis-à-vis d'un collègue, là, manifestement, c'était du racisme. Par l'expérience que j'avais été nommé brigadier, poste à responsabilité. Ça n'a pas plu à un condisciple belge, donc voilà. Mais le contremaître, qui était belge, m'a choisi pour les compétences, quoi. Quand j'ai fini mes études à Sainte-Marie, donc primaire, mon père m'a laissé toujours là pour faire les secondaires. Ils ont décidé que je n'étais pas capable de faire les rénover, donc ils m'ont mis en professionnel. Donc je fais ma première année, 2e, puis en 3e année, j'ai dévié parce que les premières années, c'était la couture et tout. Et moi, j'étais capable de plus, donc, poursuivre les études d'aide-soignante. C'est comme ça que j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante à l'école Sainte-Marie. Et j'ai fini en 2e de classe, quand j'ai fini ma 6e année. Le professeur de nursing et de cours d'anatomie, elle était formidable, cette dame. Elle m'a suivie jusqu'à mes 2 ans d'école d'infirmière. C'était une marraine pour moi. Et puis, quand j'étais 2e année d'école d'infirmière, j'ai eu un repêchage où il me manquait un demi-point. La titulaire de classe voulait qu'on me la donne parce que j'étais première en cours de stage. J'étais première des 4 classes. Donc, c'est moi qui avais le plus haut point. Et la directrice, elle a dit non, je ne l'accorde pas, elle n'a qu'à aller se marier, elle a son âge. Et ça m'est resté très fort. Je lui en veux toujours. Maman est décédée, donc j'ai abandonné mes études d'infirmière. J'avais 21 ans, j'allais avoir 22.
Je remercie le beau Dieu. Mon père, ma mère m'ont soutenu toujours. Ils ont été derrière moi, derrière mes frères aussi, à aller plus loin possible. Ça, je le remercierai toujours. Et c'est très important parce que dans ce temps-là, à notre temps, en 1980, une jeune fille turque, quand elle finissait, et puis on la mariait tout de suite. En 1999, j'ai fait plusieurs tentatives pour travailler en étant aide-soignante. Vu que je portais un foulard, on m'a jamais accepté. En juin 99, à l'ADMR de Herve, il demandait donc des gardes malades. C'est pas des aides-soignantes parce qu'on n'a pas le même statut. C'est plus bas que aide-soignante. L'assistante sociale, elle m'avait dit, je me souviens, mais vous portez un foulard. Comment vous allez travailler? Je lui ai dit, écoutez, c'est pas un problème. J'enlève mon foulard, j'ai un bonnet en dessous. Et avec mon bonnet, je travaille. Au moins, je peux mettre des petites garnitures sur mon bonnet. Et je suis toujours belle et présentable que d'avoir des cheveux mal coiffés, mal lavés et aller voir les patients. Et elle m'a acceptée. Et puis la directrice, elle a avoué lors des réunions qu'elle avait eu peur pour mon foulard. Et puis après les mois que j'ai travaillé là, elle disait, celui qui n'est pas d'accord d'avoir Neriman comme intervenant auprès d'un patient, on change et s'il ne veut pas, eh ben, on annule toutes les prestations. Donc j'ai eu la directrice, tous nos assistantes sociales derrière moi. J'ai travaillé pendant 24 ans. J'ai fait les soins palliatifs et pendant que j'étais donc garde malade, au début on était 20 et j'étais la seule turque. Et on est arrivé en réunion et ils ont dit, ben voilà, c'est toi qu'on choisit Neriman. J'ai dit, vous me choisissez en quoi donc? Ben, on voudrait que tu sois notre délégué des gardes malades. Je dis, tu es pauvre. Non, non, c'est nous, on veut que toi et patati patata. C'est comme ça que pendant près de 8 ans, j'ai été déléguée des gardes malades. Et il y a 1 an, je suis tombée, je me suis cassé la colonne. Oh, ça a été la fin de ma carrière. La seule façon de s'en sortir, et on a toutes les chances ici en Belgique, c'est les études. Même en faisant ce qui nous plaît, ce qu'on aime bien, on peut s'en sortir. Même dans les métiers techniques, même dans les métiers professionnels, il y a une rupture, il y a une demande forte de métiers manuels. Il faut faire ce qu'on aime et on peut s'en sortir avec tout. J'ai un membre de la famille qui est Hassan Boussetin, qui a fait une carrière formidable, que j'ai toujours admiré, qui a fait des études extrêmement longues, qui a des CV à rallonge et que j'ai toujours cité en exemple à mes enfants. Ça a toujours été une fierté, ainsi que mon voisin rue de la Baume, le docteur Rizzo. Ça a toujours été aussi un exemple de courage. Ses parents étaient mineurs et il est venu de Sicile. Il a fait des études et il est fortement appliqué dans le milieu associatif. Il fait partie de Médecins du Monde. Donc voilà, ça a toujours été aussi un exemple et j'ai toujours cité ça à mes enfants. Donc voilà, ce sont des gens que j'admire et voilà, c'est un bel exemple de réussite tout simplement. Et quand j'ai vu les facilités avec lesquelles on pouvait faire des études ici avec tous les réseaux, il y a le professionnel, il y a les stages en entreprise, les FAPME et d'autres parcours possibles. Quand j'ai vu toutes les facilités par rapport à mon pays d'origine, je dis voilà, un peu de courage, avoir la chance de faire les études, on peut s'en sortir. Et c'est ce que j'ai inculqué à mes enfants qui ont fait des études, de brillantes études. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a fortement aidé et à prendre conscience que pour s'en sortir, c'est le seul moyen. Quand les parents ne peuvent pas, le grand frère ou la grande sœur peut le faire. Moi, je connais une famille turque avec beaucoup d'enfants. Il y a un des garçons, c'est pas le plus grand, il a toujours orienté, voilà, il a toujours guidé ses frères, il a toujours mis sur le bon chemin, éviter les mauvaises fréquentations. Et c'est la seule façon, c'est avoir, évidemment, on ne peut pas toujours avoir des parents qui savent lire ni écrire, parce que mes parents étaient analphabètes. J'ai eu la chance donc d'avoir été conscientisé très jeune, de pouvoir lire les lettres, écrire, répondre aux administrations. Voilà, les lettres arrivaient, je me débrouillais, je lisais, je relisais jusqu'à comprendre. J'avais toujours un dictionnaire à côté de moi. Et mon père me disait toujours au boutade, t'as plus de devoirs, tu ouvres le dictionnaire, tu le lis. Moi, j'ai pu prendre conscience très tôt de ma responsabilité, comme je savais lire et écrire. Et comme il y a comme 10 ans, ma sœur et moi, donc j'ai été un guide pour elle. Elle a pu faire des études, la pharmacie.
Bonjour Eric Willems, vous êtes directeur de l'Institut Saint-Joseph à Trois-Ponts, où vous supervisez le dispositif d'ASPA. On va en parler lors de cette discussion. Mais avant toute chose, quelles sont vos premières réactions à l'écoute du témoignage de Neriman et Laoussine ? Si je dois vraiment retenir des choses dans les témoignages, effectivement, c'est des parcours qui sont, je trouve, relativement positifs, mais le plus souvent liés à une rencontre ou à une personne. Donc je pense que ça remet vraiment en lumière le rôle d'un acteur de leur parcours social quel qu'il soit, et c'est cet acteur-là qui a un petit peu été le déclencheur ou le déclic de ce qui a suivi, et c'est parce que cette personne, à un moment, a cru en eux, ou les a aidés, ou les a accompagnés, ou leur a peut-être donné le bon conseil au bon moment, finalement, ils ont pu faire le parcours qu'ils ont fait. Et je crois que les personnes qui travaillent dans l'accompagnement de personnes étrangères, ou comme dans mon cas, principalement de mineurs non accompagnés, mais en fait, on doit vraiment prendre la mesure de l'impact que notre parole va avoir sur leur futur, parce que c'est extrêmement important. Depuis quelques années, il existe un dispositif important dans certaines écoles qui accueillent des enfants migrants, le dispositif d'ASPA. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce dispositif ? C'est un temps que les jeunes vont prendre pour développer leurs compétences, principalement dans une autre langue que la leur, mais pas seulement. Ça veut dire que des jeunes qui vont se retrouver dans les dispositifs de formation d'ASPA ou dans les classes d'ASPA ne vont pas avoir que du français. Ça va être effectivement le cœur de leur cours, mais ils vont aussi avoir un peu de maths, un peu de sciences, un peu de formation sociale et économique, de l'éducation physique. Donc ils vont avoir vraiment des cours qui sont autres qu'uniquement l'apprentissage de la langue. L'objectif de ce dispositif, c'est quelque part d'aller chercher le jeune là où il est et d'essayer de l'amener le plus loin possible et dans son apprentissage de la langue, mais aussi dans d'autres compétences, puisque l'objectif à terme, c'est que ces jeunes, au terme de leur temps en DASPA, on va les intégrer dans des classes dites traditionnelles. Et combien de temps dure la mise en place du dispositif ? Au maximum, un jeune va pouvoir rester pendant 24 mois. Ça, c'est le maximum. Et donc, le maximum pour un jeune qui va arriver en Belgique non alphabétisé. C'est-à-dire qu'il est non alphabétisé aussi dans sa langue maternelle. Exemple, les jeunes qu'on scolarise chez nous, qui viennent d'Afghanistan. En Afghanistan, c'est assez courant, qui ont été très peu scolarisés, donc qui parlent couramment le pachtou, mais qui par contre, au niveau de la discrimination visuelle, l'écriture, etc., ça n'est pas acquis. Donc, même dans leur langue maternelle, ils sont relativement analphabètes. Donc, on va, nous, quand on les reçoit, leur proposer un test dans leur langue maternelle, donc en pachtou. On a des tests dans une batterie de langues assez large, et on va regarder, est-ce qu'ils se débrouillent ou pas dans leur langue maternelle. S'ils ne se débrouillent pas dans leur langue maternelle, ils vont pouvoir bénéficier de 2 ans. Donc ça, c'est le premier jalon. Si par contre, c'est des jeunes qui sont alphabétisés, ils vont pouvoir partir sur un parcours de maximum 18 mois. Alors, le plus souvent, on va réfléchir par tranche de 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'après chaque tranche de 6 mois, on va un peu se positionner sur quel est leur niveau d'apprentissage, et on va surtout essayer au fur et à mesure de leur faire découvrir d'autres types d'enseignements, donc d'autres classes. Donc après 6 mois, on va tout doucement les intégrer dans des classes traditionnelles. Alors, pas énormément, mais on va essayer de leur montrer en gros comment fonctionne le système scolaire dans les classes traditionnelles. Et puis plus ils vont avancer entre 6 et 18 mois, plus on va les intégrer. Dans certains cas, on va parfois aller plus vite, parce que ce sont des jeunes qui apprennent plus vite. Mais en tout cas, après cette période de 6 mois, qui est un peu une période d'observation, on va se poser des questions sur comment va-t-on commencer à construire leur parcours d'enseignement en Belgique. Comment l'étudiant sort-il de ce dispositif ? Alors, comme je l'ai dit, on les intègre progressivement en fonction de ce qu'ils nous montrent comme compétences. Alors, ça peut être des jeunes qui vont continuer à avoir les cours de français, mais qui, par exemple, vont être très très bons en maths. Et donc, à partir de là, on va peut-être les intégrer en maths. Ou peut-être des jeunes, et ça on rencontre très souvent, qui dans les cours de langue sont excellents, parce qu'ils ont déjà un parcours migratoire qui fait qu'ils ont été confrontés, par exemple, à de l'anglais ou à d'autres langues. Et on va plus vite les intégrer dans des cours, soit de langue, soit de maths, soit de sciences. Donc, ça dépend un petit peu vraiment de leur profil. Et ça, c'est vraiment au cas par cas. Donc un jeune va vraiment être suivi en fonction de ses compétences à lui. Et donc un jeune, il peut se retrouver dans le système traditionnel, on va dire, par 2 voies. Soit il a des documents scolaires, donc il y a quelque chose qui atteste qu'il a suivi une scolarité dans son pays d'origine. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir quelle est l'équivalence dans le système belge. Donc il a son temps d'ASPA qui est un peu comme une parenthèse, où il va vraiment apprendre la langue, développer des compétences, et puis on va regarder, quand j'étais dans mon pays d'origine, j'étais à tel niveau scolaire. Tiens, tel niveau scolaire, à quoi est-ce que ça correspond dans le système belge ? Et là, c'est en gros un service, qui est le service des équivalences à Bruxelles, qui va nous dire, voilà, tel diplôme de tel pays, il équivaut à tel niveau dans le système belge. Et donc, à partir du moment où le jeune va sortir du dispositif d'ASPA, il va pouvoir être intégré dans une classe de tel niveau. Est-ce rare qu'un étudiant obtienne une reconnaissance de diplôme ?
En théorie, on peut discuter de ce genre de choses, mais dans les faits, ça n'arrive pratiquement pas. Enfin voilà, moi pour le moment, je scolarise 57 jeunes dans le dispositif d'ASPA. Sur les 57, j'en ai un qui est venu avec ses diplômes. Et quand on voit le pays d'origine, c'est quelqu'un qui est venu d'Ukraine. En général, comme il m'explique souvent, monsieur, quand on bombarde mon village, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est pas de partir avec mes diplômes. Non, c'est de partir, de sauver ma vie. Et donc, effectivement, la plupart du temps, c'est des jeunes qui arrivent absolument sans aucun document. Comment définissez-vous alors le niveau de l'étudiant ? Alors ça, c'est évidemment la deuxième accroche, on va dire, pour le système belge. L'école qui suit ces jeunes pendant un certain nombre de mois va faire ce qu'on appelle un conseil d'intégration. Donc elle va dire, sur base de ce que j'ai observé, sur base de ce que le jeune a montré pendant le temps où il a été scolarisé chez nous, bien, nous estimons que ce jeune peut fréquenter telle année. Alors en général, on ne cible pas une année. On dit par exemple, il y a un niveau qui est 4e, 5e, 6e, et on le voit bien en technique, en général, en professionnel, ou on le voit bien à un niveau 4e, et on lui laisse les sections ouvertes. Donc on essaie vraiment de regarder quel est le plus ouvert, mais sans non plus mentir sur le niveau du jeune, parce que si on va dans vouloir lui faire plaisir à tout prix et lui proposer d'ouvrir le plus possible le système, c'est aussi lui dire, écoute, va dans un système pour lequel tu n'es pas adapté, avec le risque qu'il prenne des portes dans la figure, et ça, c'est pas un service à lui rendre non plus. Donc on essaie vraiment de faire ce travail de la façon la plus juste possible. C'est quelque chose qui se prépare, puisqu'on a le temps, on fait des essais d'intégration dans les classes traditionnelles. On prend, en tout cas, de l'expérience que j'ai, moi, et de la façon dont on gère dans notre établissement, on essaye vraiment de prendre du temps pour être le plus précis possible. Et malgré ça, on a encore des jeunes qui nous étonnent. Je pense à un jeune en particulier. En 2 mois de vacances, le jeune a décidé, il était dans un centre, a demandé au centre s'il pouvait avoir un job d'étudiant. Il a eu son job d'étudiant pendant 2 mois, et grâce à son job d'étudiant, il a fait un bond en français absolument colossal. Et donc là, on s'est retrouvé dans la situation où on a dû demander pour refaire un conseil d'intégration, pour changer notre décision, parce que entre le jeune qu'on a laissé au mois de juin et le jeune qu'on a récupéré ou début septembre, on n'avait pas les mêmes compétences en français. Et donc oui, on a essayé de le valoriser et de revenir sur notre décision. Donc voilà, le dispositif d'ASPA, ça doit vraiment rester du sur-mesure. Est-ce que la durée maximum de 24 mois est toujours suffisante ? Il ne faut pas se voiler la face, c'est pas en 24 mois qu'on apprend une langue. Et donc là, après, ça dépend vraiment des politiques écoles et ce que les écoles organisent. Dans mon établissement, on a pris le parti de dégager sur nos heures de remédiation des heures qui sont destinées à continuer à accompagner ce public-là, l'accompagner dans l'intégration et également d'organiser encore une après-midi semaine de français intensif, par exemple. Mais ça, c'est vraiment un choix d'école. Donc ça veut dire que les moyens qu'on met pour ça, c'est des moyens qu'on ne met pas ailleurs dans les classes traditionnelles. Donc c'est vraiment des choix d'établissement. Alors à côté de ça, pour le moment, il y a un très très chouette projet, c'est le projet AMIF. Donc c'est un projet qui est cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par le Fonds social européen. Et donc ce projet-là, il nous permet quoi ? Il nous permet d'avoir des personnes, des enseignants, qui vont un peu jouer le rôle de courroie de transmission entre le milieu de vie du jeune, l'école, et au sein même de l'école, entre les dispositifs d'ASPA et les classes traditionnelles. Et donc c'est vraiment des gens qui sont extrêmement précieux parce que ils vont vraiment suivre ces jeunes au cas par cas et les accompagner dans cette transition qui n'est pas facile. D'autant plus que cette transition, comme les 6, 12, 18, 24 mois, ils arrivent un peu à des moments qui ne sont pas toujours en phase avec le temps scolaire. On peut se retrouver avec des jeunes qu'on va devoir intégrer en plein milieu d'année parce que la date est là et qu'on ne peut pas les laisser aller plus loin. Et donc ces jeunes vont devoir raccrocher une année en cours dans une langue qui n'est pas la leur et dans des choix d'options pour lesquels ils ont déjà pris pas mal de retard. Existait-il des normes qui définissent le nombre d'étudiants par professeur ? Alors, il y a des normes qui sont fixées par classe, comme pour tous les types de classes. Maintenant, on va être bien clair, si on respecte les normes, et purement les normes, on ne tient pas compte de la réalité des jeunes. Moi, j'ai 3 classes d'ASPA dans mon établissement. Il est clair que mes jeunes qui sont en niveau alphabétisation, ils ne vont pas avoir les mêmes besoins en termes d'accompagnement que des jeunes qui sont, on va dire, presque prêts à être intégrés ou déjà partiellement intégrés. C'est vrai qu'en termes de taille de classe, on ne va pas gérer les choses de la même façon. Faire de l'alphabétisation à 24, 25, 26, 27, 28. Oui, légalement, c'est possible. Est-ce que c'est efficace ? Chacun se fera son opinion. Vous aurez compris que la mienne et celle de l'école, avec l'équipe d'ASPA, c'est clairement de ne pas monter à des chiffres pareils parce que c'est tout simplement pas efficace. Donc voilà, là, c'est vraiment une politique école. Et je trouve que l'avantage, c'est qu'on a dans ces équipes d'ASPA vraiment des gens qui deviennent extrêmement performants. Moi, je ne jetterai jamais assez de fleurs à mon équipe qui, je trouve, fait vraiment un travail mais admirable. Et c'est aussi à moi d'aller les écouter. Alors oui, moi, j'ai mes réalités chiffres qui font que j'ai une école à faire tourner avec un DASPA et un quota d'heures pour les faire fonctionner. Mais voilà, c'est quelque chose dont on discute et on essaye toujours de gérer les choses au mieux pour que ça se passe le mieux, mais aussi en tenant compte des expertises de terrain.
Comment se passe le premier jour d'arrivée d'un étudiant d'ASPA? Quand le jeune arrive chez nous à l'école, il y a toujours un accueil qui va se faire. On va prendre du temps avec lui. La première demi-journée, il ne va pas en classe. C'est un membre de l'équipe qui va l'accueillir, qui va prendre le temps de le connaître, lui poser des questions et aussi faire passer un petit test de niveau. Et donc ça veut dire quoi? On va essayer de comprendre scolairement où il se situe en termes d'alphabétisation, où il se situe en termes de compétences et on va essayer de lui proposer ce test à la fois dans sa langue maternelle, mais aussi en français ou en anglais pour voir un peu ce qu'il sait faire et ne pas faire. Et donc partant de là, on va se poser la question, au vu des groupes qu'on a et qui fonctionnent dans l'école, avec quel groupe est-ce qu'il va se trouver le mieux? Avec lequel est-ce qu'on va le mieux répondre finalement à ses besoins en termes d'enseignement? Et sur base de cet accueil-là, on va choisir avec quel groupe il va aller. Alors effectivement, chez nous on a A, B, C, on a souvent un ou deux groupes d'alphabétisation, ça dépend du nombre d'élèves et ça dépend de ce qu'on va voir comme compétences chez eux, mais on a au moins un groupe d'alphabétisation. On a un groupe un peu intermédiaire qui a encore besoin de certaines notions d'alphabétisation, mais qui commence à se débrouiller pas mal et donc on va diversifier un petit peu les approches qu'on peut avoir. Et on a un groupe qui sont les élèves les plus avancés, chez qui justement on va beaucoup plus jouer avec l'intégration, donc le groupe classe est peut-être plus important, mais comme c'est des jeunes qui vont être intégrés et pas tout le temps les mêmes, on va avoir une certaine rotation des élèves qui vont se faire dans ce groupe, qui va faire qu'au final ils ne sont pas plus nombreux et qu'on va essayer de leur donner chaque fois ce dont ils ont besoin en les intégrant dans les horaires des autres classes. Y a-t-il des moments d'échange prévus entre les classes d'ASPA et les classes traditionnelles? C'est nouveau, c'est un choix école. On s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses qui passaient un peu en langage universel. Par exemple, c'est le sport. Et donc, systématiquement, les classes de DASPA ont cours d'éducation physique avec un autre groupe qui n'est pas DASPA. Et donc, ça veut dire que, voilà, avec l'accord de mes profs d'éducation physique, on a ce duo classe de francophone pure et classe de DASPA. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, voilà, ça va aussi leur permettre de rentrer dans l'établissement, de rentrer en contact avec les autres à travers autre chose pour lequel finalement le français est peut-être moins nécessaire. Ça, c'est un choix de nouveau d'établissement qu'on a fait et qui, je dois dire, fonctionne pas mal du tout. Les moyens alloués au dispositif d'ASPA sont-ils suffisants selon vous? Alors effectivement, on peut toujours faire mieux avec plus. Maintenant, ce que j'aurais envie de répondre à cette question-là, c'est que les moyens pour faire fonctionner les classes, ce qu'on reçoit, c'est intéressant. Maintenant, là où je pense qu'on pourrait faire mieux, et ça c'est vraiment les projets AMIF qui me confortent dans cette vision-là, c'est que ces fameux coordinateurs, ces personnes qui vont vraiment jouer ce rôle d'accompagnement, ils sont indispensables. Et là par contre, si je dois moi rendre ce poste structurel sur les moyens que je reçois, alors là je vais devoir faire des choix qui vont faire qu'on va devoir déforcer autre chose. Et ça, c'est problématique. Donc je pense que ces projets sont absolument magnifiques et améliorent vraiment énormément l'encadrement qu'on va avoir du jeune. Je pense qu'ils devraient devenir structurels parce qu'ils font leurs preuves, tant en termes d'efficacité qu'en termes d'accueil, qu'en termes d'accompagnement du jeune. Il faudrait idéalement qu'on puisse avoir un poste structurel pour l'encadrement. Alors je sais que ce qu'on va me répondre par rapport à ça, oui, mais que fait-on des écoles qui ont des DASPA, des petits DASPA ou peu de DASPA ou des petits groupes? Je pense que là, il faut vraiment réfléchir en termes de professionnalisme. Comment est-ce qu'on va professionnaliser les dispositifs? Et pour les structures qui ont vraiment décidé de professionnaliser à la fois les enseignants, les pratiques, le travail avec les centres, et je pense que ces entités-là devraient pouvoir bénéficier d'une coordination pour pouvoir asseoir ce qu'elles essayent de faire avec leurs petits moyens. Alors c'est évident qu'une école qui a 2-3 élèves qui sont semi-intégrés, là ça va coûter extrêmement cher, mais je pense que pour les établissements qui ont quand même une quantité importante de jeunes et qui encadrent une quantité importante de jeunes, cette coordination, elle est importante, voire fondamentale, et elle est difficile, voire impossible à mettre en place sur les moyens propres. Ou alors si on la met en place, ça va être au détriment d'autres choses, ce qui je trouve serait dommage si on vise le pari de l'intégration, ce qui est quand même ce pour quoi on doit essayer de travailler. D'où viennent principalement les jeunes qui intègrent ces classes d'ASPA? Disons qu'on a 3 grands types de publics. On a le public qui vient de centre et qui est MENA, donc mineur non accompagné, le public qui vient de centre mais en famille, et le public qui est en famille et soutenu par des CPAS locaux. C'est vraiment les 3 grands publics qu'on va avoir, avec chacun des spécificités, puisque le jeune ne va pas être le même s'il dépend d'un tuteur, s'il dépend d'une famille. Niveau d'éducation différent, contraintes différentes, relations avec la famille différentes, stress différent, parce que c'est clair que, comme on l'a vécu ici, avoir des nouvelles de sa famille la nuit sur son GSM entre 4h et 2h du matin parce que fuseau horaire, ou avoir sa famille avec soi dans le pays dans lequel on s'est expatrié, ça n'engendre pas spécialement les mêmes craintes, les mêmes peurs, ça reste différent. Ces jeunes poursuivent-ils par la suite des parcours scolaires traditionnels?
Alors, je vais peut-être répondre un tout petit peu à côté de la question, mais je pense que ça va quand même éclairer la question. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un jeune qui arrive et qui passe par un dispositif d'ASPA, il se trouve face à une double contrainte, comme je le disais tout à l'heure, à la fois la contrainte complexité du cours et la contrainte complexité de la langue. Et donc souvent, on se retrouve avec des jeunes qui vont être mis en difficulté par rapport au niveau auquel ils pourraient prétendre par le fait qu'ils ne maîtrisent pas la langue. Et en gros, qu'est-ce qui va pouvoir permettre de requalifier le jeune à la hauteur de ce à quoi il pourrait prétendre? Finalement, c'est le temps. Et donc souvent, on se retrouve avec des jeunes, et là je pense principalement à 2 jeunes ici récemment, qui ont fait le choix d'aller dans l'enseignement professionnel. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient quand même des formations qui les intéressaient, d'aller chercher un certificat de qualification, leur certificat d'enseignement secondaire supérieur, et donc de réussir assez brillamment. Et puis après cet enseignement professionnel, je me souviens d'un jeune qui m'a dit moi, mon rêve, c'est d'aller vers des études d'éducateur. Mais il dit, je pourrais y aller, effectivement, il avait tous les papiers en poche pour aller suivre bachelier éducateur sans problème. Mais il a dit, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt en français, je ne suis pas prêt. Et donc, il m'a demandé s'il pouvait resuivre, parce que j'ai une formation en genre d'éducation dans l'école, s'il pouvait resuivre une 5e et une 6e agent d'éducation pour avoir son certificat de qualification agent d'éducation aussi avant d'aller faire son bachelier. Oui, il n'y a pas de problème, donc ça il peut le faire, donc on l'a inscrit, il a suivi ces 2 années-là, avec la particularité de me dire, oui, il avait son CESS, donc logiquement, légalement, je suis en droit de le dispenser des cours généraux, et lui il m'a dit non, moi les cours généraux, je veux les suivre, parce que c'est entre autres pour ça que je suis ces 2 années-là, et donc il a fait son petit bonhomme de chemin, il a fait ses 2 ans, il a été rediplômé une 2e fois, et là, il suit depuis l'année passé, bachelier en éducateur. Ça se passe bien et je pense que ce sera un excellent éducateur parce qu'il a une maturité, un recul et une expérience de vie que peu de jeunes de son âge vont avoir. Et donc, lui a décidé à un moment de prendre le temps. À l'inverse, on a aussi des jeunes qui se savent pas prêts mais y vont. Et là, c'est vrai qu'avec les règles de l'enseignement supérieur actuel, ça peut être tendu. Et donc là, qu'est-ce qui va faire qu'on va dans une logique plutôt de valorisation et qui peut aboutir positivement? C'est parfois la maturité et la prise de recul du jeune. Mais c'est clair que devant cette double complexité à la fois de la langue et de la matière, on ne joue pas armes égales avec des jeunes francophones ici dans le système francophone. C'est un public qui est terriblement attachant, qui est terriblement riche. Et moi, ce que je dis en général quand je recrute un enseignant pour qu'il aille travailler dans une classe d'ASPA, je lui dis toujours la même chose, parce que parfois ils y vont avec un peu d'appréhension, pas encore formés. Écoutez, en général, ceux qui commencent en ASPA, après, ils ne veulent plus le quitter. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été démenti. Comment sont formés les enseignants des classes d'ASPA ? Alors, la formation, c'est quelque chose qui est en pleine mutation pour le moment. Jusqu'il y a peu, et donc ça représente quand même une grosse partie des professeurs qui sont en fonction pour le moment, puisque c'est ce qu'ils ont vécu, même si la formation a été réformée en fait cette année. Un professeur, pour pouvoir donner cours en DASPA, devait avoir suivi un certain nombre de modules de formation. Alors, des modules qui sont d'ordre pédagogique, puisqu'on va essayer effectivement de leur montrer quelles sont les particularités de ce type de public et comment on va pouvoir mieux enseigner avec elles, mais aussi des modules qui sont de l'ordre de l'accueil, de l'accompagnement, du parcours, donc pour leur faire prendre conscience d'où viennent ces gens, quel a été leur parcours, qu'est-ce qui culturellement est important, quels sont les points d'attention qu'on doit avoir vis-à-vis de ce type de public, etc., etc., etc. Donc il y avait vraiment les 2 axes qui étaient pris en compte dans la formation. Dans les nouvelles approches, ces 2 axes sont toujours pris en compte, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. La formation des professeurs est-elle suffisante selon vous ? Alors de nouveau, il faut distinguer 2 types d'enseignants, et c'est pas bien ce que je vais dire, mais les enseignants qui travaillent dans les classes d'ASPA souvent sont, de par la formation qu'ils vont suivre, plus sensibilisés à ce genre de choses. Là où parfois, on va dire, la transition peut déménager un peu, c'est quand ils sont intégrés dans des classes traditionnelles, voire même quand ils sont intégrés dans des écoles par la suite, où il n'y a pas de dispositif d'ASPA. Enfin, moi, une anecdote que j'aime bien raconter par rapport à ça, un jeune à qui on demandait, dans le cadre d'un cours, il était intégré, il avait quitté le DASPA depuis fort longtemps, et c'est un jeune afghan. On lui demande de raconter dans le cadre d'un cours un jeu qu'il aimait bien faire quand il était petit. Et le jeune refuse de répondre. Et l'enseignant s'indigne un petit peu, essaye d'aller chercher, etc. Et il refuse de répondre. Et puis il finit par dire après un certain moment, mais madame, vous savez, j'ai pas voulu répondre parce que moi, quand j'étais petit, ce qu'on m'apprenait à faire, c'est à manipuler une Kalachnikov. Ben oui, c'était sa réalité petit. On voulait lui apprendre à devenir enfant soldat. Et donc là, on se rend compte évidemment de tout l'écart de l'enseignante qui veut partir du vécu des jeunes, qui se dit, de l'interculturalité, c'est super, il va peut-être amener un jeu que je ne connais pas. Et donc là, on se rend compte qu'on a une enseignante qui est pleine de bonne volonté, avec plein de bonnes idées, mais qui ne colle pas avec la réalité d'un jeune, et pour laquelle elle a peut-être jamais imaginé qu'il avait traversé ou vécu cette réalité-là, parce qu'on est tellement loin quand ces 2 personnes se rencontrent du poids d'entrée du jeune, où on a justement pris le temps
de l'accueillir, de réfléchir avec lui, de poser le cadre, de le laisser s'apaiser, de lui permettre de rentrer dans les apprentissages. Tout ce travail, il a été fait. Et ce jeune, il dit avec beaucoup de recul, voilà pourquoi j'ai pas répondu. Et c'est super, et heureusement qu'il a eu ce recul et que ça s'est bien passé. Le problème, c'est que pour former adéquatement, potentiellement, tout enseignant est susceptible d'être mis face à face avec un jeune qui vient de l'immigration ou qui vient d'un dispositif d'ASPA, donc potentiellement, il faudrait former tout le monde. Et là, on se rend compte que ça devient impossible, voilà. Autre anecdote, une anecdote disciplinaire, cette fois-ci, j'ai un jeune qui a trouvé très malin d'apprendre à un jeune d'ASPA à dire un mot qu'il n'aurait pas dû lui apprendre en lui disant que ça voulait dire autre chose. Mais donc après, il fallait retravailler avec les deux. Un pour lui dire ce qu'on t'a appris n'est pas correct, l'autre pour lui dire imagine que ce jeune lâche ce mot-là en pensant dire autre chose face à une administration, tu penses qu'il va se passer quoi, ou face à une personne dans la rue. Donc il y a vraiment un travail d'éducation permanente qui est à faire, partout en fait, à tous les niveaux. Et j'ai envie de dire que ces témoignages-là doivent vraiment renforcer la conviction des enseignants qui au quotidien sont avec ces jeunes sur le fait que oui, le travail qu'ils font est important, que le travail qu'ils font a du sens et qu'il a du sens pour des personnes qui sont fragilisées. Ne serait-ce que leur permettre à un moment de poser leurs valises, d'être accompagnés, d'avoir de l'aide pour s'intégrer dans la société dans laquelle ils se trouvent. Rien que ça, est-ce que c'est pas déjà quelque part un peu un ascenseur social de pouvoir se dire que oui, c'est vrai, au centre on m'aide, ou le CPS m'aide, ou ma famille dans laquelle je suis va m'aider, mais je suis capable d'aller seul acheter quelque chose ou faire une démarche administrative. Est-ce que ça, c'est pas déjà waouh, quelque part? À partir du moment où on est arrivé quelques mois plus tôt, on n'avait aucune connaissance des us et coutumes, de la langue, de la culture. Et ça, je pense que c'est vraiment important aussi. Nous, on part du principe qu'on essaie de faire sortir beaucoup les élèves qui sont en DASPA, donc sortir de l'école, aller découvrir un petit peu ce qui se passe ailleurs, inviter aussi des institutions à venir témoigner de ce qu'elles font, parce que je pense que ce contact social, il est fondamental, et c'est ça qu'on doit aussi renforcer à travers les apprentissages. Donc, j'ai beaucoup parlé maths, français, sciences, etc., mais j'ai envie de dire la balade en forêt, la rencontre avec la bibliothécaire, l'atelier lecture, l'atelier Evras, le spectacle théâtral qu'ils vont aller voir au centre culturel, c'est presque aussi important, sinon plus important que les autres apprentissages qu'ils vont mener, parce que c'est aussi des choses qui vont leur permettre de s'ancrer dans l'ici et maintenant, et c'est des jeunes qui ont besoin de s'ancrer dans l'ici et maintenant, parce que quand on se pose un peu la question des parcours migratoires, et quand certains, c'est quelque chose que je ne demande jamais, quel a été leur parcours migratoire, mais certains, ils ont le besoin de le raconter, parce que ça fait partie d'eux, et ils ont besoin que la personne qui est en face d'eux et qui les a inscrits dans une école comprenne un peu par où ils sont passés. Mais je comprends qu'ils aient souvent envie de s'ancrer dans l'ici et maintenant, et pouvoir dire à un moment, je dépose mes valises et j'essaie de construire quelque chose. Merci beaucoup Eric Willets pour cet échange, et merci à nos auditeurs de nous suivre. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour discuter de l'intégration via le travail avec nos invités Youssef et Ousna, ainsi qu'avec notre expert Altai Mancho, directeur scientifique de l'Institut de recherche, formation et action dans la migration, l'IRFAM. Nous vous invitons à suivre notre actualité via notre page Facebook Cripel SBL ou notre site internet www.cripel.be. Merci pour votre écoute et à bientôt.